Léonard Cohen, Claude Nougaro, Thomas Fersen, ce sont tous des troubadours de la chanson française. Et lui aussi appartient à ce monde d'artistes un petit peu à part. Troubadour veut dire un mode d'être différent à la vie, différent à son art. J'ai le grand plaisir de retrouver dans VIP Daniel Facerias pour son nouvel album. Daniel, bonjour. Bonjour. Le Troubadour. Oui, toujours, encore et toujours. Oui. Alors, je ne sais pas si je mérite le titre, hein, parce qu'il faut y mettre un sacré contenu pour mériter ce titre. Alors, s'il y en a un qui le mérite, c'est peut-être vous. Je citais d'illustres collègues que vous reconnaissez vous-même comme étant des troubadours. Vous aviez fait dans votre jeunesse toute une étude autour de troubadours du XIIe siècle. Une thèse de musicologie et de littérature sur les troubadours. Et vous aviez rencontré Claude Nougaro à cette occasion. Oui, tout à fait. Qui était pour vous le troubadour parfait. Peut-être avec Léonard Cohen, effectivement. Avec Léonard Cohen, oui. Dans toute son entité. Avec cette ardeur intérieure qui brûle, c'est-à-dire que la définition était très juste, c'est un mode d'être. Tropos. Tropos, oui. Et ce mode d'être, il est très intéressant vous concernant parce que c'est vrai que je pense que tous les gens qui nous regardent vous connaissent pour votre musique, surtout à partir du moment où elle est devenue, on va dire, plus religieuse. Mais il y a eu un autre Daniel Facerias avant, un Daniel Facerias qui a démarré avec Balavoine, qui a même eu un groupe avec Jean-Jacques Goldman qui s'appelait Dune. Oui, c'est ça. Vous avez composé ensemble. Oui. Et puis un Goldman qui avait peut-être envie d'être très connu, envie de faire des choses qui marchaient immédiatement, qui a amplement réussi sa carrière, et Dieu sait qu'on l'admire. Et puis vous, qui étiez beaucoup dans le détail, beaucoup dans la recherche de sens, beaucoup dans la chanson avec des lettres majuscules et capitales partout, et qui avez pris un autre chemin. Oui, parce que le sens, pour moi, à quoi sert d'exprimer quelque chose si on ne met pas un sens particulier? Alors, on n'est pas en train de dire que les chansons de Balavoine et Goldman n'ont pas de sens. Non, c'est pas du tout ça. Non, pas Surtout du tout ça. que j'aimerais bien un jour recevoir Goldman dans cette émission, même si c'est un vœu pieux. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'était le sens, enfin, ce qui me concerne. Et comme j'avais fait ces études sur les troubadours, cette dimension spirituelle m'est revenue à la figure, parce que je n'étais pas satisfait disons, d'une musique pas plus légère, mais moins engageante pour moi intérieurement. Mais des fois, il faut faire un petit détour avant de revenir à soi-même, où vous êtes parti suivre un groupe de rock, sexe et rock'n'roll en Australie, si je me souviens bien. Et il a fallu aller jusque-là pour vous dire, c'est peut-être pas ma voix, et peut-être que le troubadour qui avait une portée tellement spirituelle au Moyen-Âge, c'est peut-être ça ma voix. C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que dans la vie, et c'est pour ça que des fois, nos enfants, on a peur de les voir partir comme ça, mais il faut les laisser faire, parce que finalement, on revient toujours à notre point de départ. L'intuition de ce que nous étions à 7-8 ans, à mon avis, elle revient. Vous étiez qui à 7 ans? Je voulais être troubadour. Ah oui, déjà, ça date de loin. Ça revient de loin. Oui. Mais c'est toute l'Occitanie, parce que vous êtes de Toulouse, donc vous êtes porté aussi par ça. Oui, parce que j'avais vu une fois avec mon oncle paternel qui avait un ami brocanteur. J'avais été voir à Revel, dans la Montagne Noire, à côté de Toulouse, ce brocanteur où il y avait des livres anciens, parmi lesquels étaient des ouvrages de troubadours. J'étais tout petit et j'ai dit, c'est ça que je veux être. Quand j'ai vu les noms, quand j'ai vu les... Voilà, et ça ne m'a pas quitté. Sauf que voilà, moi, parmi mes enfants, il y en a un petit qui veut être chevalier. Et je pense qu'à un moment, ça va le quitter, malheureusement. Oui, mais il peut rester chevalier sans lance et sans manteau et l'être dans son cœur. C'est-à-dire un homme courtois, courageux, droit. Ce sont des valeurs, en fait. Oui. Alors, vous arrivez avec un tout nouvel album. C'est le combien? Le 25e? 26e album, dont j'aime beaucoup le titre. Maquis. Tout de suite, maquis, on se dit prendre le maquis. Oui. Peut-être un maquis intérieur. Il y a peut-être un âge pour ça. Oui, je pense. Puis il y a cette référence, pour moi, à l'Évangile, quand c'est dans Luc... Le mot maquis, c'est dans l'Évangile? Non, mais l'idée qui est que Jésus, quand il est chassé à Nazareth, là, après avoir fait son prêche un peu sulfureux dans la synagogue de sa ville, originelle, il est menacé de mort. Et là, on dit, mais passant son chemin, mais passant au milieu d'eux, il suit son chemin. Et je crois que ce que je ressens, c'est ça. Le maquis, c'est au milieu du monde,
passer au milieu du monde et prendre le chemin, continuer ce chemin intérieur que la foi en moi ma liberté. C'est compliqué ce dont vous parlez, parce que ça veut dire qu'à la fois, il ne faut pas se fermer à ce monde que l'on traverse, il faut rester un peu poreux, mais il ne faut pas l'être trop non plus, parce que quand on ouvre trop large les bras, ça ne ressemble plus à rien non plus. Ouais, c'est un entre-deux que vous avez trouvé à votre âge. Je pense que avec mes cheveux blancs, je commence à le vivre avec une liberté que je n'avais pas avant. Et j'ai écrit une chanson là-dessus en disant que je me sens beaucoup moins vieux que quand j'avais 20 ans. Oui. Parce que j'ai une liberté intérieure que je n'avais pas à cette époque-là. Parce que quand on est en pleine maturation, on regarde trop ce que vont penser les autres. Et là, moi, je suis prêt à dire les choses sans aucun complexe et à être ce que je suis. La liberté, c'est pas de faire ce que je veux, c'est d'être ce que je suis. Et c'est ce monde qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Aujourd'hui, on veut une liberté pour faire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on veut une liberté pour être ce que nous sommes? C'est notre vraie question de chrétien, ça. Vous savez, en deuxième partie de l'émission, on va recevoir un formidable comédien qui s'appelle Bernard Lano et qui, dans une pièce de théâtre, joue le rôle de Jean-Paul II. Vous devez peut-être avoir à peu près les mêmes âges, je ne sais pas trop, mais alors, je vais lui poser la question à Bernard Lano. Écoutez bien ce que dit Daniel Fasarias. La liberté, c'est être ce que je suis et non pas faire ce que je veux. Ça nous interpelle. On va écouter Maki, ce premier extrait de votre album, et qui donne, pour dire qu'elle est importante, cette chanson qui donne le titre à l'album, Daniel Fasarias. Maki. Il y a tellement de vent contraire, tellement de brouillard sur l'écran. On a beau dire, on a beau faire, on peut plus être simplement. Il y a tellement de frontières que la liberté fout le camp. Il y a tellement de barrières qu'on peut plus vivre à travers champs. Tellement de trous dans l'atmosphère, dans la poche des gouvernants. Tellement de normes et de critères qu'on peut plus pisser simplement. Il y a tellement de misère, on la voit pas, elle est dedans. Au Monsanto on nous désherbe comme du vulgaire chien-dent. Alors bonsoir, bonsoir, je vais prendre le maquis. Je vais prendre le maquis, le maquis. Daniel Fasarias, la musique elle est toute douce comme ça, mais alors les paroles sont vitrioles. Hein. Oui, mais justement l'autre jour j'ai une personne qui me dit mais ça devrait se hurler comme hurler. Et j'ai dit non parce que dans le chant grégorien par exemple, on chante des psaumes de combat intérieur terribles et sur cette douceur qui nous fait. Je pense que c'est par la douceur que l'on se transforme plutôt que par la violence. Et l'expression. Moi j'ai toujours été frappé du paradoxe dans le chant grégorien, d'avoir des psaumes avec des textes qui quand même parlent de détriper les ennemis, etc., dit avec une onction. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour nous purifier de nos propres violences intérieures. Il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse, alors. Oui. On hurle mieux certaines choses calmement. Calmement, voilà, je pense, oui. Ok, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. Il y a un mot que vous aimez bien, je me rends compte au fur et à mesure, c'est le mot vent. Il y a quelque chose... c'est l'esprit, oui. Ouais, que vous utilisez dans plusieurs chansons, avec différentes assertions, mais on sent que c'est un mot qui vous ressemble. Oui, je suis peut-être un homme de vent parce que je suis né dans un pays de vent. Je suis dans la région de toulousaine, au sud, dans les Pyrénées, où il y a le vent d'automne, où il y a le vent qui vient de l'océan aussi. Donc, c'est quelque chose qui a toujours baigné mon enfance, le vent d'automne.
Et donc je suis né dans un pays de vent. Et puis un troubadour, c'est un pèlerin aux semelles de vent. Voilà, aux semelles de vent, voilà. Il va nez au vent. Oui, le nez au vent et les semelles de vent, comme Rimbaud. Voilà, Rimbaud que vous citez, alors pas directement, mais en fait, ce qui est très agréable avec le petit livret de paroles qui accompagne votre... Oui, j'ai des petits commentaires. Votre disque, voilà, il y a des petits commentaires écrits de votre main. Et vous citez Rimbaud, d'ailleurs, sur cette chanson, Maquis, Rimbaud, écorché... de son combat intérieur entre l'ombre et la lumière, c'est ça. Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, comme tous les anciens saints, des forts, des anachorètes, des artistes, comme il n'en faut plus, c'est dans une saison en enfer. Oui, c'est les anachorètes, ce sont donc les moines, et en fait ça se réfère, Rimbaud le connaissait bien ce problème, ce sont les premiers moines qui partaient dans des endroits épouvantables, avec des moustiques, pour vivre ce retrait du monde, pour essayer de... Une vie hérémétique, en fait, en ermite. Ouais. Anachorète, ça veut dire qui est hors du monde, donc qui a pris le maquis. Et d'ailleurs, il y a des textes du 2e siècle qui parlent de que Saint-Antoine le Grand a pris le maquis à telle époque. C'est-à-dire est parti hors du monde, à la fois physiquement et intérieurement. Alors, il y a un autre mot que vous aimez aussi beaucoup, qu'on a pu retrouver plusieurs fois dans vos chansons, c'est le mot veilleur. Veilleur, donc sentinelle, qui est un mot, pour le coup, que l'Église utilise beaucoup. Oui, et c'est un mot qui n'est pas assez, à mon avis, mis en évidence aujourd'hui dans le rôle de chacun des chrétiens. Et je pense que le drame des chrétiens d'Orient doit nous faire comprendre que nous sommes peut-être les veilleurs il y a un psaume qui se termine en disant sur la notion de paix, c'est-à-dire la paix, c'est nous qui la portons. C'est-à-dire, c'est chaque personne qui porte la paix. Si nous ne sommes pas veilleurs, on ne peut pas parler de la paix, on ne peut pas transmettre la paix. Et veilleur, c'est-à-dire être contemplatif pour les autres, pas pour soi-même, pas pour que je devienne... Mais en quoi vous êtes veilleur, Daniel Facerias, vous ? Parce que je n'aime pas parler de moi, mais je pense que j'ai une vie un peu ascétique de prière et d'une régularité spirituelle. Partagée avec votre épouse ? Partagée avec mon épouse. Et de service aussi, puisqu'on a créé un mouvement pour servir les autres artistes, c'est-à-dire de s'effacer pour... C'est pas parce que je suis là à parler de moi que j'espère ne pas l'être. On va en parler de ce mouvement. On va faire un petit zoom, si vous voulez bien, qui est né il y a quelques années, Diaconie de la beauté. L'idée de un peu fédérer les artistes chrétiens entre eux, en leur proposant, j'allais dire des activités entre guillemets, en tout cas une nourriture, on va dire ça, une nourriture spirituelle. Vous étiez au Vatican il y a peu de temps. Vous avez rencontré le pape François. Oui, tout à fait. Vous voulez qu'on en parle on en parle quand même, expliquer aux gens ce que c'est, ce que vous faites avec Anne Facerias. Diaconie, ça veut dire, en grec, diakonia, c'est le service. Le service de la beauté, c'est le rôle de l'artiste, c'est un veilleur, c'est-à-dire il est vigilant dans la qualité de ce qu'il doit exprimer, dans sa qualité de nourriture, justement, et il ne faut pas qu'il mange n'importe quoi, pour pouvoir justement bien travailler son art. Et l'idée de ce service, c'est que de faire se rencontrer les artistes entre eux, de les réconcilier un peu parfois avec la foi, parce que beaucoup viennent de très loin, de leur montrer que leur art, comme dit Michael Lansdale, est une lumière qui nous traverse et on ne sait pas d'où elle vient, mais un chrétien sait d'où vient cette lumière qui inspire. Et c'est un peu cette espèce de relation qu'on établit entre les uns et les autres, toutes disciplines confondues. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place même des maisons où les artistes pourront être ensemble et travailler ensemble. Oui, souvent les acteurs, les chanteurs qui viennent dans ce fauteuil rouge de VIP depuis 13 ans disent que la transcendance qu'ils trouvent sur scène leur suffit bien, qu'ils n'ont pas besoin en plus d'une transcendance spirituelle, etc. Donc des fois, vous allez les chercher loin, effectivement, mais ils partent d'une expérience qui est des fois presque mystique quand on les entend parler. Oui, tout à fait. Et voilà, vous essayez de leur expliquer que c'est peut-être encore autre chose qui se joue. Oui, et puis à un moment donné, je le dis avec prudence, à un moment donné, il faut se laisser soi-même. C'est-à-dire, même si on vit une transcendance quand on chante ou quand on joue la comédie, cette transcendance, elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire, on peut se dire satisfait de cela, mais c'est, à mon point de vue, c'est insuffisant parce que elle ne nous appartient pas et on doit être au service et non pas se la réapproprier. Et c'est souvent, moi j'ai connu, je ne veux pas les citer, des artistes qui ont eu des heures de gloire très fortes dans la chanson. Hein.
et qui sont retombés comme plusieurs années plus tard, et qui souffrent presque jusqu'à la dépression de ne plus être vus comme ils avaient pu l'être quand ils avaient 20 ans. Et parce qu'ils n'ont pas fait cette transformation intérieure qui fait qu'on accepte de laisser son ego fondre comme la neige pour avoir notre être véritable, le faire émerger un peu. Alors vous savez qu'on a fait du sacré teasing sur cette chanson Veilleur, on va quand même la proposer à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent l'écouter. C'est la chanson qui ouvre l'album, c'est important de la mettre en premier? Oui, parce que ça dit un peu l'objectif que j'avais en écrivant ce disque, c'est-à-dire de dire et de rendre sensible à cette dimension de contemplation qui nous est nécessaire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas par l'Internet, enfin, j'ai rien contre, mais je veux dire, il faut revenir quand même à nos sources profondes, à nos fondamentaux, comme on dirait au rugby. Parce que si on ne revient pas à cette dimension intérieure, on va laisser partir le monde. Daniel Facerias, Veilleur. On ne voit plus le soleil pointer à l'horizon. Plus d'oiseaux migrateurs se posant sur nos lignes. C'est comme si on voulait nous prendre pour des cons. Tout juste bon à faire du commerce en ligne. On ne sent plus les parfums, on ne sent plus les saisons. Plus de fleurs sous la neige, d'étoiles qui scintillent. C'est comme si on voulait nous prendre pour des cons. Tout juste bon à consommer tout ce qui brille. Veilleur, veilleur, où en est la nuit? Le matin vient encore et puis encore la nuit. Veilleur, veilleur, où en est la nuit? Le matin vient encore et puis encore la nuit. On ne sent plus l'amour derrière les émotions. Plus d'esprit, plus de cœur s'éployant comme un signe. C'est comme si on voulait nous prendre pour des cons. Tout juste bon à faire des likes, des pokes en ligne. Veilleur, veilleur, où en est la nuit? Le matin vient encore et puis encore la nuit. Veilleur, veilleur, où en est la nuit? Le matin vient encore et puis encore la nuit. Vous savez à quelle chanson elle me fait penser dans la thématique? À Foule Sentimentale oui. de Souchon oui. et Woolsey. Ah oui, c'est vrai. C'est dans la thématique finalement. Oui, c'est la même chose. On nous abreuve avec tout un tas de choses. Et on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Des likes, des pokes. Non mais c'est vrai, on nous demande plus d'être. Oui. Ouais, et oui, ça, c'est comme quoi la thématique est encore tellement actuelle. Oui. Tellement Alors, actuelle. en écoutant, je repensais à la façon dont je l'ai enregistré. Je travaille beaucoup en Israël, donc dans un studio en Galilée. Et là, donc, vous y êtes resté depuis votre album alors en fait? Oui, non, mais j'y vais tout le temps. En fait. J'ai gardé une amitié très profonde avec le. Il y avait, attendez, je cherche le nom. C'était Gardien de mon frère, que vous aviez enregistré là-bas. Je vous avais reçu dans VIP à cette occasion. Vous aviez réuni des musiciens des trois religions. Voilà, et là j'ai continué. Et de fait, vous continuez d'enregistrer là-bas depuis. Oui. Très bien. Et donc là, le batteur est juif, le bassiste est musulman, et moi, je jouais des guitares comme chrétien. Voilà, donc ça donne. Et je trouve que c'est une bonne synthèse pour faire passer le message. Ça donne encore une autre dimension au message. Claude Nougaro disait qu'il fallait faire le parcours du cœur battant et non pas du combattant. Oui. C'est joli d'abord. C'est joli, oui. Comme phrase. Pourquoi ça vous parle, Daniel Facerias? Mais parce que je crois que la notion de cœur aujourd'hui est galvaudée. C'est pas que le cœur affectif est un peu guimauve. Le cœur, c'est le centre de l'être. C'est-à-dire, c'est vraiment la pointe fine de notre âme. Le cœur, dans la tradition juive, c'est vraiment le lieu le plus important où Dieu nous rencontre. Et je crois que le cœur battant, c'est vraiment ce cœur
le plus profond de notre être que nous devons, enfin, en ce qui me concerne comme chanteur, exprimer et que nous devons essayer d'entendre en nous. Mais c'est très simple, il suffit d'écouter le vent. C'est même vous Voilà. qui le dites dans l'album, Oui, sur oui. une des dernières chansons. C'est pas un hasard si elle est sur la fin. Oui, oui. C'est peut-être très très simple finalement. Oui, On pense que c'est peut-être, compliqué. oui. Non, non, c'est pas. Je crois qu'il faut se. Vous savez, simple, ça vient du latin simplicare, s'empli. C'est-à-dire, il faut que notre esprit soit s'empli. Il faut se déplier. Se déplier. Et quand on se déplie, tout vient. Il faut C'est juste ce que disent les mystiques. Hein. arriver à se déplier aussi, parce que nos vies sont tellement repliées, oui. tellement froissées. Mais est-ce qu'il n'y a pas un âge pour tout finalement? Il y a un Bon, ça fait 4 fois qu'on parle d'âge. Vous avez quel âge, Daniel Fassares? 64 ans. 64 ans. Est-ce que c'est l'âge de se déplier, 64 Ah oui, ans? oui, Les enfants sont partis? Oui, oui, il faut vraiment se déplier, parce que sinon, après, on ne sait pas, mais le temps presse quand même. On rentre dans la zone, elle n'est pas dangereuse, parce que c'est la zone, quand on fait une course, c'est l'endroit où on arrive au stade pour le tour final. Donc, à ce moment-là, il faut s'être déplié. Sinon, si on est toujours dans nos histoires, dans nos problèmes, dans nos refoulements, dans nos manques de... C'est pas bon. Et là, tout le monde est en train de se dire, j'en suis où, moi, dans cette course? Est-ce que j'en suis au sprint? Est-ce que je suis en train de cracher mes poumons? Ouais. Allez, on se pose la question. On va l'écouter, cette chanson où vous nous conseillez donc d'écouter le vent. Je vous avais dit que le vent était un mot qui revenait Oui, souvent tout à chez fait, vous. tout à Hein. fait. Si on écoutait le vent, si on écoutait le vent souffle où il veut quand il veut. Si on écoutait le vent. Si on écoutait le vent, on laisserait s'envoler nos idées de comptoir et notre herbe à promesse, nos égos dérisoires, notre raison blessée. On se regarderait d'une grande tendresse, on laisserait s'envoler nos haines effeuillées. Si on écoutait le vent, si on écoutait le vent souffle où il veut quand il veut. Si on écoutait le vent. Si on écoutait le vent. Si on écoutait le vent, on laisserait passer la caravane perdue des Goldman Sachs sans armes, ces moines noirs reclus dans leur bunker secret. On regarderait l'autre, ému à travers larmes, pour créer libre enfin du travail enchaîné. Ben oui. Encore, hein, musique toute douce et paroles au vitriol. Oui, mais est-ce que ce ne sont pas plutôt des paroles réalistes, un peu, des crises financières qui étouffent les gens simples, en fait, hein, j'étais aux États-Unis, à Los Angeles, quand il y a eu la crise des subprimes. J'avais fait un petit séjour de 15 jours et j'avais été frappé de voir des jeunes familles dans la rue, c'est-à-dire des gens qui, la veille, étaient, des jeunes cadres dynamiques ou se retrouver, parce que le problème des crédits s'était écroulé, se retrouver sans maison, sans rien. Ils dormaient dans la rue, ils allaient travailler parce qu'ils étaient obligés pour pouvoir continuer à payer leurs dettes, mais c'est terrible, ces choses-là. C'est intéressant que vous parliez de cette crise parce que c'était en octobre 2008. Oui. Ça commence à dater, donc depuis Oui. le temps, on a eu le temps de l'analyser, mais très Oui. très vite, dans l'analyse de cette crise, ce qui est ressorti, c'est le mot confiance. Oui. Cette crise était une crise de la confiance. Oui. Et j'ai l'imprestion que peu importe finalement la crise dont nous parlons, on en arrive toujours à ce mot de confiance. Exactement, exactement. Et c'est le problème majeur, même dans les couples. Hein, si on parle de crise et puis y avoir une crise dans le couple, c'est souvent le problème de la confiance. C'est-à-dire la perte du lien. Le mot confier est lié au mot foi. Donc c'est la perte du lien. Confidérer, c'est... Confidérer, oui. C'est la foi, c'est le lien. Fides, et c'est perdre ce lien à l'autre, se perdre ce lien. Et puis, je pense qu'il y a une équation qui est quand même difficile, c'est que dans le cadre du problème financier, là, j'aurais des choses à dire, parce que quand je faisais mes études sur la valeur de l'argent
la valeur de l'argent avait une référence spirituelle au Moyen-Âge qu'on a perdue aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'équation, il y avait des comptes à rendre devant Dieu, chose qu'aujourd'hui, on ne rend plus compte. C'est-à-dire que le rapport entre celui qui a l'argent, celui qui le donne, enfin, est totalement anarchique. Voilà. Si c'était la seule valeur spirituelle qu'on ait perdue, mon cher Daniel Vazarias. Non, mais c'est une des... On s'en sortirait. Oui, mais il y en a perdu d'autres. Alors, je vais demander à Bernard Lanaut d'entrer en plateau. Formidable comédien que j'ai eu l'occasion d'aller applaudir il y a peu de temps au Théâtre La Bruyère à Paris pour rencontre à Castel Gandolfo. Cher Bernard, venez vous asseoir. Une rencontre entre Jean-Paul II et Antoine Vitesse. 2 hommes de théâtre, finalement. 2 hommes de foi, mais juste pas la même foi. On va vous parler de cette pièce dans peu de temps. On va découvrir aussi Bernard, mais j'ai une première question à vous poser. Vous avez vu, je vous ai interpellé dans la première partie de l'émission. Et voilà. Vous avez dit des choses très gentilles aussi. J'aimerais savoir comment vous avez réagi à cette première partie d'émission. Est-ce qu'il y a une parole, peut-être celle sur laquelle je vous ai interpellé, ou une autre, qui vous a parlé dans ce qu'a pu dire Daniel Vazarias? Oui, il y a plusieurs choses qui m'ont parlé parce que c'est intense. Hein. Attendez, je vous arrête tout de suite. Si vous avez l'impression que c'est Kevin Costner qui est en train de vous parler, c'est normal, parce que Bernard Lanaut est la voix française de Kevin Costner, entre autres d'Alec Baldwin aussi, de Dennis Quaid. Voilà, donc c'est normal, on va avoir Kevin Costner avec nous. Et en plus, il joue le rôle de Jean-Paul II, je vous assure, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce qui vous a interpellé? Non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, sur la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais d'être qui on est, c'est ça? D'être qui on est. D'être ce que je suis. La liberté, c'est pas être libre, c'est pas faire ce que je veux, mais être ce que je suis. Alors, comment vous réagissez à ça, Bernard? Ben, ça me paraît fondamental, effectivement, mais je pense que c'est un long chemin. Je crois qu'on ne peut pas arriver à être ce qu'on est sans se libérer de multiples choses. Et je pense que ça ne peut arriver qu'au bout d'un parcours de vie et d'expérience. Qui pour vous a été un parcours qui est passé par le théâtre, donc 2 parcours artistiques, qui est passé par le théâtre avec le conservatoire, donc un parcours, on va dire, les grands rôles classiques, et puis donc pas mal de doublage en télé, et puis du théâtre moins classique. Ça veut dire que la rencontre avec des personnages vous a appris qui vous étiez et à devenir vous-même et à vous libérer? Chaque rencontre avec un personnage, quand elle se passe bien, met en relief une particularité de ce que vous êtes. Bon, ce qui me touche beaucoup dans l'expérience actuelle, c'est qu'on me dit qu'interpréter Jean-Paul II, qui est quand même un personnage exceptionnel. Puis très proche de nous encore. Oui, très très proche de nous, dont tout le monde a une idée. Véhiculer la pensée, l'image, donner l'image au théâtre de ce qu'il pouvait dégager est une chose importante et ça fonctionne. On me dit que ça fonctionne. Ah oui, non, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, tout d'un coup, c'est extrêmement important parce que ça veut dire... Vous parliez de la transcendance qui se dégage. Effectivement, quand on chante ou quand on joue, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient, mais qu'il y a des moments où ça vous échappe. Et ce que je découvre en jouant ce rôle, c'est qu'il n'y a pas forcément de questions à se poser, d'où ça vient, comment ça vient, pourquoi ça vient. Quelquefois, c'est là, et ça se dégage, et ça, je dirais, ça vit de soi-même. Être dans le concret, quoi. Jean-Paul II est quelqu'un qui était dans le concret. Hein. Vous l'aviez rencontré, vous, Daniel? Oui. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour aussi. Ça ressort dans la pièce. Et d'ailleurs, dans la pièce, ça ressort beaucoup parce qu'avec l'opposition, donc avec Antoine Vitesse, on sent que beaucoup de choses l'amusent et qu'à certains moments, il ne laisse pas passer des petites piques. Petits agacements, voilà. Mais alors, avant qu'on raconte d'où est née cette pièce, je voudrais savoir ce qui vous avait le plus marqué, vous, quand vous avez rencontré Jean-Paul II. Qu'est-ce que vous en avez retenu, finalement, les années passant? Je l'avais rencontré, du moins la deuxième fois, ça avait été à Castel Gandolfo, justement, parce que j'avais fait ce spectacle avec Michael Lonsdale sur Saint-Bernard, à Clairvaux. C'était à l'occasion du 9e centenaire, ça date, hein, c'était en 1990. Et le chapitre des cisterciens avait eu lieu à Rome, et Jean-Paul II avait reçu les moines, et nous avait invités aussi. Et quand il est venu vers moi, je lui ai donné le texte du spectacle, et il me dit, c'est du théâtre.
Alors il m'a regardé et tout d'un coup, alors qu'il était très sérieux avec les moines, c'était plus pareil. Il s'allumait dès qu'on parlait de théâtre. Non pas qu'il n'était pas là avant, mais on sentait que le théâtre, c'était vraiment encore quelque chose de très Ça, c'est un des moteurs pour moi de ce que vous dites. Parce que quand la pièce débute, il dit à Antoine Vitez, ce n'est pas le pape qui vous parle, mais le simple amateur de théâtre. Il essaie de se mettre au même plan que Antoine Vitez. Et tout d'un coup, il a envie de parler de ça. Et je veux dire, c'est vrai que ça s'allume, ça le libère. Avec un interlocuteur à son niveau aussi. Alors, on va quand même raconter, parce que cette rencontre a existé sans vraiment exister. Elle a existé. Elle a existé, Voilà, la Comédie Française que dirigeait Vitez, oui, à l'époque. Il venait d'être nommé administrateur de la Comédie Française peu de temps avant, après la disparition de Jean-Luc Poulain, qui était administrateur de la Comédie Française et qui est mort brutalement. Vitez est nommé. Est nommé. La Comédie Française avait pour projet d'aller jouer à Castel Gandolfo le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. De Peggy, donc. De Peggy. Et donc, Vitez a accompagné sa nouvelle maison, sa nouvelle équipe, à cette représentation. Et nous, on est juste après la représentation. Voilà. Ça vient de se terminer. Il y avait un journaliste lyonnais, dans la vraie vie, qui était sur place, qui a enregistré les premiers échanges entre Vitez et Jean-Paul II, et qui, à partir de là, on a fait une pièce, tout en après se référant aux écrits de chacun, parce que la conversation n'a pas été si longue que ce que propose la pièce. Voilà, c'est Jean-Philippe Mestre donc, qui était présent et qui a fait un vrai travail en allant rechercher dans les interviews, dans les... Gros travail de synthèse et d'intelligence. Dans les journaux, de faire dialoguer, de faire recréer un vrai dialogue, une vraie conversation, en y participant lui et en ajoutant des choses. Entre la rose et le réséda, c'est vraiment ça. Entre celui qui a la foi, forcément il est pape, et Vitez qui vient d'un milieu communiste, qui croit, qui n'a ni Dieu ni maître, et qui va pas hésiter à titiller le pape en disant, alors moi j'avais, peut-être que vous connaissez vous la réplique par cœur Bernard, mais j'avais il y en a plusieurs qui sont un peu vu violentes. Une réplique où il lui dit, cher vous pape, êtes pour moi l'homme le plus dangereux du monde, non? Oui, alors il y avait ça, puis vous êtes un peu dans la communication quand même, ces grandes pompes, et vous vous mettez en avant. Voilà, vous êtes un formidable acteur, et quelque part, il a raison d'appuyer là-dessus, parce qu'on a pu tous se poser la question. Je crois qu'une des grandes forces de Jean-Paul II est d'avoir été un immense communicant. Et sans doute le premier des papes à avoir utilisé les médias aussi, avec autant de pertinence. Il a été une image exceptionnelle à travers le monde. Et je pense que, sans doute, quand on est comédien, on a toujours ce réflexe de représentation. Je pense que son expérience théâtrale, qui n'était pas négligeable, il n'a pas joué quelques pièces comme ça, il était vraiment passionné de théâtre. Il le dit dans la pièce, mon premier engagement a été le théâtre. Avant Dieu, lui dit Antoine Vitez, il dit l'un n'allait pas sans l'autre. Parce qu'il a fait effectivement un théâtre de paroles, il a travaillé avec des gens qui étaient dans la foi et dans le message évangélique. Mais il a cette référence-là. Donc, je veux dire, il était effectivement un grand acteur, un grand communicant. On va voir aussi que vous êtes un grand acteur. Moi, j'aurais qu'on regarde des images qu'on vous a écouté chanter, Daniel, avec tellement de plaisir, mais j'aurais qu'on voit Bernard Lano jouer. Donc voilà, c'est en ce moment au Théâtre La Bruyère. Je suis sûre que si vous n'êtes pas parisien, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y monter. Jean-Paul II, Antoine Vitez, rencontre à Castel Gandolfo, quelques secondes du spectacle. La pensée soulève des poids plus lourds que la pierre. L'acteur est comme le lit d'un torrent qui s'appelle l'homme. Cela laisse à penser que vous n'êtes pas de cette église qui excommuniait les comédiens et les condamnait à la fosse commune. La science mène l'humanité vers d'autres voies. Et que la science ne se hasarde plus à nier l'existence d'un principe créateur. Et la science nous apprend surtout que nous n'avons aucune raison d'avoir peur des arguments magiques que les religions utilisent pour nous terroriser. Oui, j'ai peine à croire en effet que tout ce que j'ai vu ne soit que l'opération du Saint-Esprit. Chaque instant, en tout lieu, on veille à ma sécurité, le plus souvent à mon insu. Une légion d'anges? Non, une équipe de professionnels. Vous voulez m'entendre en confession? Ne doutez-vous jamais? Mais vous-même, monsieur l'administrateur? Mais de toutes les façons, ce n'est pas du christianisme que je relève, ce n'est pas à lui que je suis converti, comme vous le savez. Oui, vous êtes communiste. L'acteur n'est plus visible, mais le signe demeure. Je ne crois qu'au ciel du théâtre. Est-ce que vous avez retrouvé un petit peu, dans les quelques secondes que vous avez vues, Daniel Fessarias, un petit peu de Jean-Paul II? Oui, oui.
Alors, en plus, il avait un peu plus d'embonpoint, Jean-Paul II, que notre ami. Mais il a pris la posture, voilà, c'est ça. C'est une histoire d'attitude aussi. L'attitude et de manière vraiment... de libérer la parole, de dire. On va saluer votre ami comédien Michel Bonpoil, qui est tout à fait excellent dans le rôle de Vitesse, aussi, qu'il a lui aussi pris à bras-le-corps. Il y a une réplique plus qu'une autre qui vous a interpellé dans cette pièce, parce que ça va vite, c'est 1h15 de spectacle. On voudrait noter les répliques tellement c'est « Ah oui, ça c'est bien vu !»« Ah, tiens, oh là, le pape, très fin, quand il répond ça, ou quand il retourne la question. » Vous, au fur et à mesure des soirées qui passent? Ouais, il y a tellement de choses fortes dans ce qui est dit. La dernière réplique du spectacle est quand même très belle, c'est-à-dire que Vitesse demande à Jean-Paul II si la solitude du pape n'est-elle pas infinie, et il lui dit « Oh, vous savez, monsieur l'administrateur, la solitude du pape n'est rien en comparaison de celle du Créateur. » Voilà, je crois que le spectacle se termine là-dessus et elle est très, très, très forte, quoi. Et vous, tout à l'heure, Daniel Fassarias a dit peut-être que les choses, il y a un âge pour qu'elles arrivent, ou qu'on commence à les comprendre. Vous arrivez, évidemment, il fallait avoir un certain âge pour pouvoir jouer le rôle de Jean-Paul II. Ce rôle n'arrive sans doute pas totalement par hasard dans votre vie. Vous l'avez même porté, hein, vous avez porté cette pièce jusqu'au bout. Oui, parce que je suis sur le projet depuis un moment, oui, absolument. Donc vous y teniez. Ça rejoint quoi de profond en vous, Bernard Lanaut, élevé de manière catholique, traditionnelle, mais plus profondément que ça, au-delà d'une éducation? À ce moment-là, il faudrait parler peut-être plus de l'expérience de l'acteur, de l'homme et de l'acteur, parce que bon, les deux sont indissociables de toute façon. Et c'est une question profonde. Oui, où on se met à poil, je sais. Oui. C'est curieux, mais j'ai le sentiment, alors ça tient peut-être à mon éducation, de retrouver des fondamentaux, des choses qui m'ont construit. Que vous avez oublié? Non, mais avec lesquels on n'est pas toujours confronté. La vie moderne, comme le dit le pape dans la pièce, ne donne pas à l'homme un accès immédiat à la vie spirituelle. Je veux dire c'est la chanson de Daniel, ça. Il est vrai qu'on peut se disperser. Et quand on est obligé de se concentrer sur un parcours comme celui-là, comme celui du pape, je veux dire, pour être le plus vrai possible, parce que là, on se rejoint, il faut oublier l'ego, il faut être au service. Vraiment, être au service. Moi, je veux dire, je suis au service d'un texte, d'une pensée et d'un personnage, totalement. Donc, on est obligé de faire appel en soi à des choses très, très profondes. Et donc, ces choses-là, on les retrouve, qui remontent à l'enfance, qui remontent à... Daniel, vous vouliez réagir? Non, je suis impressionné de la manière dont il parle de ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, pour moi, l'essence du comédien ou du chanteur ou de l'artiste, c'est d'être ce qui vient de dire Bernard, c'est-à-dire vraiment de descendre au plus profond de soi pour se mettre au service, non pas pour en devenir une espèce de pan, et de donner tout ce que nous sommes dans le propos qu'on tient. Et c'est là où ça rejoint aussi ce qu'on disait par rapport à l'âge et par rapport au fait d'être libre en étant ce qu'on est. Oui. C'est-à-dire qu'il est certain qu'on a presque le même âge, 1 an de moins, 63 ans. Mais on est nés tous les deux en octobre, vous le 20 et moi le 31. Il est plus renseigné que moi. Mais je travaille. Je vois ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Non, mais que par rapport à l'âge? Oui, que par rapport à l'âge. Sur un parcours d'acteur, on est plus serein. Oui, je veux dire, quand on a 20 ans, quand on débute, qu'on veut faire une carrière magnifique, mirifique, je dirais, je suis au-delà, je m'en fous maintenant. Il y a quelque chose qui est passé. Alors j'ai 2 questions pour vous. D'abord, vous ressembliez à quoi à 7 ans? Vous étiez quel genre d'enfant? Il y en a un qui voulait être troubadour, et vous, Bernard, vous vouliez être? Voilà, alors c'est l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans la première partie de l'émission, c'est que vous avez dit que c'était à 8 ans. Oui. Que vous avez... Voilà, vous avez dit... Alors moi, c'est un petit peu plus tardif, mais c'est très tôt quand même. J'ai voulu très vite être acteur. Et parce qu'à 12 ans, j'ai découvert le Capitaine Fracasse
Et dans le Capitaine Fracasse, il y a toute la vie de la troupe. C'est toute une troupe de théâtre qui, à un moment, embarque le baron. Et donc, ça m'a parlé, ça m'a paru être un voyage formidable à faire. Les chemins sont incroyables. Et pourtant... Le Capitaine Fracasse. Oui, le Capitaine Fracasse, parce qu'il y a toute une vie de troupe. Et moi, dans mon petit village de Bourgogne, ça me paraissait être faire donc sur scène. Tour du monde. Ah oui, oui, oui. Sur scène, oui, pas le film, d'accord. Parce que, ah oui, oui. Et c'est vrai que l'histoire de la troupe est très, très difficultueuse. Je veux dire, c'est pas facile, hein, c'est pas une troupe qui réussit, mais ça m'a complètement embarqué. Je veux dire que, voilà. Ça y est, c'était tracé. Ouais, c'était ça. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas du tout d'un univers où on était familiarisé avec le théâtre, pas du tout. Hein, donc, voilà. Comme quoi, il faut écouter les enfants entre 8 et 12 ans, disons, parce que c'est là que émergent des dimensions de leur être c'est des petites fleurs qui poussent, et puis il faut savoir après les... Je suis en train de penser à ce que m'ont dit mes enfants, sur ce qu'ils voulaient faire, et vous me faites peur d'un seul coup. Je vais donc avoir un vulcanologue, un gémologue, un chevalier. C'est pas mal. Et une actrice. Ok. C'est pas mal. On va y réfléchir. Tout à l'heure, on a parlé de ce je ne sais pas comment dire, un mouvement ou un groupe créé par Daniel et Anne Facerias, la Diaconie de la Beauté. Oui, il y a Michael Lonsdal dedans, il y a Damien Ricourt, et puis tout un tas d'autres personnes. C'est éventuellement quelque chose, Bernard Lano, ce genre de groupe d'artistes, c'est peut-être beaucoup dire d'artistes chrétiens, mais en tout cas qui sont en recherche d'une quête, d'une profondeur, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement, vous avez vu, je recrute pour vous, hein, qui pourrait vous intéresser éventuellement, ou vous ne comprenez pas la démarche? Oui, oui, bien sûr, oui. Je peux comprendre ça. En plus, on rencontre le pape, c'est top. Oui, je peux comprendre ça, oui, tout à fait. Et puis, ce que vous aviez dit aussi sur la quête de sens, c'est-à-dire que tout d'un coup, au-delà des expériences plus ou moins futiles, choisir le sens, aller à ce qu'il y a de plus profond est essentiel, oui, je crois que c'est essentiel. Donc je pense que c'est une démarche qui est forte, et c'est vrai que très souvent on est dans le paraître, dans les tweets, dans les voilà. Dans l'ego aussi beaucoup dans vos Oui, milieux. dans l'ego, oui. Et je crois quand même que c'est ce dont témoigne Bernard aussi, c'est-à-dire l'art est un chemin de connaissance pour soi en même temps. C'est-à-dire que... Je crois que vous alliez dire un chemin de croix, moi. Non, mais quelquefois. Pour les comédiens. Mais la connaissance, c'est-à-dire que en fait, ça se révèle en nous. C'est-à-dire si on creuse, si on le fait, si on le vit comme ça, en se creusant véritablement et non pas... eh bien, ça transforme notre être. Se creuser plutôt que se remplir, alors? C'est ça que vous dites? Creuser, c'est pour qu'on se remplisse d'autres choses. D'accord. Mais non, se creuser en soi, pour aller, il a expliqué très bien quand il dit il y a des choses de mon enfance qui remontent dans ce personnage, etc. Ça veut dire que c'est vraiment mettre tout son être dans le chemin de l'art que l'on pratique. Et ça, c'est une voie de connaissance de soi, une voie de connaissance spirituelle, une voie... Je pense que c'est ça. Bernard, oui. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup influencé sur le travail que j'ai fait pour Jean-Paul II, c'est l'importance à lui de son enfance, de ce qu'il a vécu dans son enfance. Enfance totalement dramatique. Il a perdu ses parents, son frère. La Pologne s'effondre. Ce qu'il a subi à travers l'occupation nazie, puis le régime communiste. C'est évoqué dans la pièce. Oui, totalement. Et c'est vrai que je crois qu'il y a des fondamentaux dans le parcours de Jean-Paul II qui sont totalement expliqués par son vécu dans l'enfance, dès le départ. Et dans la jeunesse, non, je crois que c'est effectivement très important. Lui, il a eu un chemin de croix, pour le coup, on peut dire. Oui. Vous, quand vous dites le métier de comédien est aussi un chemin de croix, on sait que ce n'est pas des métiers faciles, etc. Mais il y a une expérience particulière qui vous a peut-être fait changer. Tout à l'heure, on parlait de ce groupe de rock australien qui était complètement drogue, sexe et rock'n'roll. Je n'ai pas dit que vous y étiez passé aussi, mais du moins, vous les accompagnez. Qui a été une sorte de changement ou de virement pour Daniel Facerias. Vous, il y a une expérience comme ça un peu malheureuse ou choquante, ou un choix que vous avez regretté peut-être? Non, je ne peux pas dire ça, non. Non, j'ai eu, je trouve, relativement de chance au bout du compte. Parce que j'ai eu un parcours pas trop chaotique, sans période de creux. Vous avez toujours travaillé de vie. J'ai toujours travaillé. Wow. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est assez rare. Alors, mais parce que j'ai été sur plusieurs disciplines. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai fait de la télévision, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de doublage, de la radio. Je pense que pour traverser ce métier d'acteur, sans être une star et pouvoir en être heureux et en vivre,
il faut être sur plusieurs disciplines. Alors justement, on n'en a pas parlé beaucoup du doublage, mais c'est très perturbant, je vous assure, d'entendre la voix de Kevin Costner pendant toute cette émission. Ça vous a apporté quoi, le doublage? Parce qu'on peut penser que c'est une discipline ingrate. Vous êtes caché derrière une star américaine. Oui. Et pourtant, j'imagine que ça, à part le fait que c'est très bien payé, mais que ça vous apporte quelque chose quand même, vous, en tant qu'interprète, qu'acteur, de se glisser dans la peau d'un personnage qui existe sans vous à la base. Déjà, pour rejoindre ce qu'on disait, c'est une école de l'humilité. Ah oui, je veux bien croire, oui. Parce que c'est terrible, c'est un métier où c'est réussi quand vous n'existez pas. C'est-à-dire que vous glissez dans le personnage, dans la voix de l'acteur, et qu'à la limite, on vous oublie. Donc, c'est là que, voilà, oui. On vous dit, c'est formidable. J'ai vu le film doublé, j'ai pas du tout pensé à toi, j'y ai cru tout de suite. Voilà, il n'existe pas, quoi. Donc, c'est l'école de l'humilité, mais au-delà de ça, d'une part, on a la chance de travailler sur des grands films, souvent avec des scénarios magnifiques et sur des grands acteurs. Donc, quand on a la chance, comme je l'ai, de suivre un acteur comme Kevin Costner, c'est une sorte de compagnonnage. On le voit évoluer, on voit l'homme changer, on voit. Enfin, vous l'avez jamais rencontré? J'ai pas eu l'occasion, non, pas encore. Vous savez, dans la filmographie de Kevin Costner, il y a des grands films, évidemment, Danse avec les loups, Robin des Bois. Mais alors moi, celui que j'avais adoré, et je crois que c'est votre préféré aussi, c'était Un monde parfait. Ah oui. L'histoire avec un petit garçon, vous l'aviez vu aussi, qui était d'une finesse, d'une sensibilité. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant le film. Il était bien dirigé. Oui, c'est un film. Oui, c'est un très très beau film qui n'a pas eu beaucoup de succès. Oui, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Il n'a pas marché du tout aux États-Unis. Curieusement. Et il a marché un peu mieux en Europe, mais c'était un échec total aux États-Unis. Et pourtant, c'est un très très beau film. Et les films nous nourrissent aussi, les chanteurs nous nourrissent, mais voilà, nourrissent notre réflexion, nos émotions. Je ne sais plus comment vous disiez ça, il y a de l'amour, il n'y a plus d'émotion. Derrière l'amour, derrière les émotions, il n'y a plus d'amour. Voilà, derrière les émotions, il n'y a plus d'amour. Voilà. Et on le doit aussi, grâce à vous, ça passe, ce genre de choses. Mais voilà, non, il y a quelques fois, je vous dis, par exemple, j'ai eu la chance de doubler Michael Keaton dans Birdman. Birdman qui avait eu l'année dernière l'Oscar. Voilà, et qui a eu j'ai vu que le César cette année. J'ai pu regarder la version française, je n'avais vu que... et ça, c'est un bonheur, parce que là, tout d'un coup, c'est un film sur le métier, sur le métier d'acteur, sur la créativité. Et quel personnage. Voilà. Et bon, là, c'est des grands plaisirs d'acteurs. On travaille avec des gens très bien. On en parlait avec Jean-Pierre quand il est venu, et lui aussi, il a des, comme vous, les yeux qui brillent quand il parle du doublage. Oui, absolument, absolument. C'est pareil, oui. On est au service, là aussi, on est au service d'une œuvre, d'un acteur, et c'est agréable. Hein. Quelle a été Qu'est-ce que ça vous a appris, ce métier? Est-ce qu'on peut faire un premier bilan, messieurs? Vous avez passé la soixantaine tous les deux. Quel premier bilan, on peut dire, vous faites en vous retournant? Vous avez quoi, 30 ans de carrière derrière vous, même plus, 40 ans. Oui. Vous en avez retiré quoi de vos métiers respectifs, Daniel? Alors Daniel, il a acquis une espèce de sagesse. Il y a une sorte d'aura autour de lui. Je crois que... Partout où il passe. Non, mais je pense que je suis comblé. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un peu les chemins de traverse avec ce que je fais. Et finalement, j'ai toujours été heureux. Jean-Jacques Goldman, vous l'avez revu ou pas? Il y a 4-5 ans, je l'avais revu. Vous vous êtes dit quoi? 30 ans d'écart? Ou vous êtes dit quoi? Avec des parcours tellement différents. Je pense que... Et puis, il m'avait envoyé un petit mot il n'y a pas longtemps, et en me disant qu'il... Enfin, en substance, il y a une forme de respect. Pour la voix choisie? Oui, c'est ça, oui, je pense, oui. Et vous lui avez dit quoi, Goldman? Rien. Comment ça, rien? Vous n'avez pas passé des heures ensemble sans rien vous dire? Rien de particulier, non. Il y a du respect aussi dans l'autre sens? Oui, du respect dans l'autre sens. Je pense qu'en plus, il a fait... Je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais il a pris un retrait sage par rapport au personnage qu'il était. Tout ça, il est bien en retrait. Et puis il a pris la décision d'élever ses 3 filles aussi, voilà, d'être plus présent pour les 3 filles qu'il n'avait pu l'être éventuellement pour ses 3 premiers enfants. Exactement, oui. Donc, bon, moi j'ai... Peut-être, je pensais l'autre jour à Balavoine parce que... parce qu'on a fêté l'anniversaire de sa disparition. Et je me disais qu'est-ce qu'il serait devenu à nos âges. Parce que lui était de 52 aussi. Comme moi, voilà. Et de janvier ou de février. Et alors il serait devenu quoi? Je ne sais pas justement. Que serait-il devenu?
C'est un personnage important. Et vous, alors, vous en avez retiré quoi pour l'instant, ce premier bilan? Je ne fais pas vraiment de bilan parce que pour moi, c'est une continuité. On a la chance en étant acteur. Qu'est-ce que vous avez appris alors? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, Bernard Lano? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Oh, avec cette voix grave. Vous le faites exprès, là. Non, pas du tout, pas du tout. On est beaucoup acteurs, c'est terrible, parce qu'on existe beaucoup dans le regard des autres. Ouais. Et dans la façon dont les metteurs en scène vous perçoivent, vous utilisent, vous magnifient éventuellement. Donc il faut essayer effectivement de retrouver toujours ces fondamentaux. Et c'est très difficile parce qu'il est très facile de se perdre, hein, vraiment à travers les expériences qui sont... C'est un métier très déstabilisant quand même, très très déstabilisant. À travers des expériences différentes, violentes, quelquefois difficiles. Même moi, si j'étais relativement épargné, c'est toujours quand même un peu compliqué. Ouais. Toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, Bernard Lano? Écoutez, je crois que... Déjà, bon succès pour la pièce, voilà, mais ça, c'est déjà très bien parti, parce que j'étais loin d'être toute seule le soir où je suis venue. Oui, hein. ça se présente bien, mais j'espère que beaucoup de gens viendront voir ce spectacle mis en scène par Pascal Vitiello. Oui, on ne l'a pas dit, d'ailleurs, on va mettre le site internet du Théâtre La Bruyère. Et j'aimerais vraiment que les gens entendent ce texte, entendent un pape s'exprimer sur une scène de théâtre, dans un théâtre privé, dans une œuvre forte, c'est rare. C'est pas une pièce catholique, hein, je ne voudrais pas faire peur à tout le monde, des fois ça peut faire peur. Et je pense que le débat qui se fait entre Antoine Vitesse, dont on a peu parlé, et le pape est un débat qui rejoint les interrogations d'aujourd'hui. Vraiment, beaucoup des spectateurs nous disent que c'est très, très contemporain dans le questionnement et que c'est des choses qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Et même en étant chrétien, hein. Oui, il y a absolument, des remises en cause salutaires. Hein. Oui, mais je pense que ça s'enrichit, ce dialogue s'enrichit justement d'une vraie opposition respectueuse et riche entre les deux. Voilà, il faudra aller le voir. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite alors à vous, Daniel Facerias? De pouvoir continuer à... bon succès aussi déjà pour le 26e album. Oui. Puis... C'est une carrière qui va très très bien aussi, hein, oui, Daniel Facerias. J'ai compris, oui. Non, mais je pense que en fait, ce que j'aimerais, c'est que ce mouvement pour les artistes... prennent un peu d'essor, et ce qu'il est en train de faire. Je viens de vous faire une recrue, là. Oui. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas du tout enfermant, c'est quelque chose de... On fait un festival, enfin, c'est Anne, mon épouse, qui l'a organisé pendant le festival de Cannes, on amène les acteurs dans l'île de Lérins. Vous faites un festival du silence. Oui, mais un peu plus élaboré maintenant, puisqu'il y a des petits enseignements pour les artistes, enfin, un peu de nourriture un peu spirituelle et céleste qui leur est donnée. Et ça, ce serait mon bonheur que ça fleurisse encore un peu plus. Quoi. Ah ben on vous le souhaite. Voilà, c'est ce que je vais vous souhaiter, de la fécondité dans vos métiers, chacun où vous êtes, à tous les deux. Merci beaucoup Bernard Lano, merci beaucoup Daniel Facerias. Au revoir. Emmanuel.